C'est parti. Alors, c'est en train de se... Je touche à rien. J'ai essayé en tous les cas de mettre des photos pour que vous ayez un peu de l'iconographie dermato. Là, le temps que ça se mette en place par rapport au circuit patient, je pense que ça va être un petit peu délicat pour moi de vous dire il faut faire comme ci, comme ça, parce que j'ai le sentiment que c'est plus en fonction de ce qu'on a comme disposition. Nous, on n'a malheureusement pas d'hôpitaux de semaine, donc on collabore avec la médecine interne, avec les services de Grand Brûlé. Donc après, il y a on peut pas travailler avec le service de dermato, mais c'est vrai que ce serait le service de dermato qui serait plus à même. Donc c'était quoi exactement votre question par rapport au circuit patient ? Oui. Oui. Très bien. Ça, je vais pouvoir y répondre. Quand est-ce qu'il y a de la gravité, quand est-ce qu'on adresse au réanimateur plutôt que... D'accord, très bien. Très bien. Ouais, ça, c'est OK. Alors, on démarre par de l'immédiat. Donc, on va aller relativement vite. Donc, une patiente de 45 ans, elle a pris de l'amoxicilline en 2015 avec de l'ibuprofène. C'était pour des soins dentaires. Et elle dit bien, 20 minutes après la prise des premiers comprimés, elle a eu une hypersensibilité immédiate de grade 3. Donc, elle avait de l'urticaire, œdème, dyspnée, bronchospasme. Elle a perdu connaissance. Et quand elle a repris connaissance, le SAMU était là. La tension était à 80 et elle avait une saturation à 85%. Elle a été remplie de l'adrénaline évidemment, polaramine, corticoïdes, et tout a disparu en quelques heures. Elle dit que 3 mois auparavant, quand elle avait eu la première série de soins dentaires, tout s'était très bien passé. Alors, l'anaphylaxie, je pense que vous savez tous très bien gérer, donc je ne me suis pas appuyée sur la gestion du choc anaphylactique. Mais en revanche, voilà, vous êtes allergologue et on vous adresse cette patiente. Où est-ce que vous feriez vos tests ? Pourquoi l'hôpital ? C'est ça. La réaction est vraiment sévère. Donc très clairement, vous risquez de réinduire en fait. Les réactions systémiques lors de la réalisation de tests allergologiques peuvent vraiment se faire. Nous, on a eu un patient, on lui a fait une intradermo, je ne sais plus à quel médicament, qui était dilué au centième. Et il a fait une hypersensibilité immédiate de grade 3. Donc, on est contente d'être à l'hôpital, d'avoir les infirmières avec nous, et voilà. Les PRIC, alors j'ai vu aussi un choc anaphylactique au PRIC. Après, c'est 1 en 10 ans. Donc, c'est exceptionnel. Mais oui, globalement, les PRIC, en effet. Les intradermos, c'est plus concentré. Donc voilà. Quelles sont les molécules que vous allez tester ? Vous testez que l'amoxicilline ? Merci, l'ibuprofène. Pourquoi la patiente, elle avait pris amoxicilline et ibuprofène ? Il est vrai que par imputabilité, on a plus envie de se tourner vers l'amoxicilline, mais en fait, elle a pris les 2 comprimés en même temps, elle a fait le choc anaphylactique. Vous ne pouvez pas présumer tout de suite lequel est en cause. Bien sûr. Alors, moi, je vais vous dire ma vision des choses. Ici, on est dans une hypersensibilité immédiate sévère, de grade 3. Donc, en gros, oui, les anti-inflammatoires occasionnent des réactions d'hypersensibilité de par leur mécanisme pharmacologique. On peut faire de l'urticaire. Là, il n'y a pas d'intérêt à tester. Mais là, on est dans une réaction qui est totalement allergie, enfin, qui fait vraiment évoquer l'allergie. Donc, il faut le tester. Oui. Oui. Oui.
C'est enfin, oui, j'entends bien. Tant qu'il n'y a pas de recommandation internationale, je ne vais pas vous dire il faut que vous choisissiez telle ou telle chose. Nous, notre manière de faire, c'est qu'on utilise... en fait, souvent, ce qu'on utilise, c'est que quand on teste la molécule IV, on utilise la concentration de la poche, enfin, on reconstitue le médicament et on le dilue jusqu'au centième. Après, moi, avec les anti-inflammatoires, d'expérience, les dilutions sont... Enfin, plus on avance et plus c'est irritant. Donc, je m'arrête toujours à 10-2, en gros. Mais ça, c'est comme vous dites, il y a plusieurs choses. Ça pose souci. Je suis d'accord. Après, là, il existe des articles qui nous répertorient. C'est l'article de Brokov qui est un peu la bible de l'allergie aux médicaments et qui vous dit toutes les concentrations non irritantes. Mais en fait, ça nous montre les concentrations non irritantes, mais ça ne nous montre pas qu'on peut aller jusqu'à... Il y a des fois, on peut aller un petit peu au-delà. Toujours un petit peu... Après, c'est aussi avec l'expérience. Et quand on a un test négatif et pour autant, la réaction est très en faveur d'anaphylaxie, on peut peut-être essayer de pousser un petit peu le test. Voilà. En tous les cas, le but de ma question, c'était quelle molécule tester. C'était surtout pour vous dire qu'il ne faut pas se fixer que sur un seul médicament. Et souvent, les patients, ils viennent vous voir et vous disent j'ai une suspicion d'allergie aux pénicillines, mais il ne vous racontera pas qu'en même temps, il avait pris du Soluprède, par exemple. Et on peut aussi faire une anaphylaxie au Soluprède. Donc voilà, il a tout pris d'un coup, il faut tout tester. Qu'est-ce que vous allez faire comme test ? Oui, ils avaient pris les traitements auparavant. Les deux. Les deux avaient été pris auparavant et tolérés. Ouais. 3 mois avant. Alors, je suis désolée, j'ai pas compris la question. Peut-être que j'ai pas tout entendu. Oui. Alors, elle avait pris ibuprofène et amoxicilline auparavant, c'était bien toléré, et c'est quand elle a repris les 2 médicaments en même temps qu'elle a fait la réaction. Donc, en fait, quitte à faire le test, on fait les tests aux 2 molécules. C'est ça. Et en gros, le fait qu'elle l'ait toléré auparavant, ça veut dire qu'elle s'est sensibilisée à cette période, et que quand elle est réexposée, bam, elle fait la réaction. Donc, quel type de test ? On commence par des prics. Vous connaissez la dilution pour l'amoxicilline ? Alors, 10e, centième, comment vous allez faire quand vous serez face au patient ? Enfin, une dilution au centième, dilution au... C'est 20, ouais, ça a été rediscuté, c'est 20 mg par millilitre. Ça, pour le coup, vous avez les guidelines de l'EACI par rapport au bêta-lactamine, ça c'est très codifié, donc pour le coup, c'est assez facile et c'est 20 mg par millilitre. Et alors, donc à l'hôpital, cas réaction sévère, on teste les 2 molécules, les tests, donc le pric on démarre avec une solution pure. Et nous, ce qu'on fait avec l'ibuprofène, c'est qu'on obtient une solution pure en broyant le comprimé et on a notre concentration positive. On peut utiliser le sirop aussi, tout à fait. Ouais, je crois que Jean-François, il faisait ça au tout début quand la pharmacie ne collaborait pas, tout à fait. Et alors, si notre pric est négatif, donc on passe à... mais j'ai marqué la réponse. Zut. L'ibuprofène, pourquoi est-ce que je ne propose pas d'intradermoréaction à l'ibuprofène ? Voilà, c'est ça. C'est pas, en fait, comme l'ibuprofène est péros, on ne peut pas le tester en intradermoréaction. En gros, ne testez pas les molécules orales en intradermoréaction. Auparavant, on le faisait. Il y a 10 ans, quand je suis arrivée dans le service, on faisait des IDR à la piostacine sans aucun problème. Et notre pharmacienne a posé un jour le poing sur la table en disant on arrête, ça ne s'injecte pas, donc on ne met pas dans la peau.
Oui, en gros, c'était pour vous dire, voilà, molécules PEROS, on ne les teste pas en IDR, on fait que des prics. Est-ce que, alors j'ai refait tout un petit topo sur les prics, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Moi c'est... Voilà. Donc en gros, tu pourras donner la réponse sur le prophénide. Tu pourras dire il n'est pas allergique au prophénide, mais tu ne pourras pas conclure avec certitude sur l'ibuprofène. Donc tant qu'on peut tester la molécule imputable, je vous encourage à tester la molécule imputable. D'ailleurs, tout à l'heure, j'entendais la question qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous testez. J'entendais céphalosporine. Pareil, je ne vois pas d'intérêt à tester une céphalosporine d'emblée tant que vous n'avez pas votre diagnostic initial. C'est vrai que par facilité, on se dit, allez, déjà nos places sont compliquées, faire revenir le patient, allez hop, je vais tout faire d'un coup. On sensibilise les patients à faire des tests. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est vous tester l'amoxicilline d'abord, et si vous avez votre test positif, vous testez les alternatives. Oui. Oui. D'accord. Ouais. 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 D'accord. Donc en fait c'est ce que je vous disais, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes contraintes. Exactement, mais j'entends tout à fait. Je sais qu'il y a des équipes qui d'emblée font toute la batterie. Juste être vigilant sur le fait que faire toute une batterie, donc poser une dizaine de molécules dans le dos, vous risquez de sensibiliser. Mais en revanche, si vous testez l'amoxicilline et d'emblée une ou deux alternatives, je trouve que c'est tout à fait cohérent. Ouais. Ouais. Réalisation des prics, c'est peut-être pas nécessaire que on va... Ah si. C'est sur les toxidermies. Je vais passer quand même sur les intradermoréactions. Peut-être que là, je peux un tout petit peu plus insister. Là aussi, et ça a été très protocolisé, les intradermoréactions. Des articles sont sortis. Vous avez vraiment le tuto faire une intradermo. Donc, c'est bien en intradermique et non pas en sous-cutané. On injecte 0,02 à 0,03 millilitres. Alors nous, ce qu'on fait dans le service, c'est qu'on marque les contours de la papule d'injection. En fait, on met des petits points aux 4 points cardinaux. Et ensuite, on lit le résultat à 20 minutes quand on est dans de l'hypersensibilité immédiate. Et si c'est négatif, pas hésiter à augmenter les concentrations. Et donc voilà, ces fameuses concentrations dont je vous parlais, l'article de Brokov qui vous retrace ces différentes dilutions. Mais je suis d'accord, en fait, il y en a où c'est hyper bien protocolisé, les bêta-lactamines, on ne se pose même pas de questions. Et il y a pas mal d'autres produits où c'est point d'interrogation et c'est de l'expérience. Et moi, j'ai subi l'expérience d'avoir poussé des tests par rapport au paracétamol. Très clairement, au-delà de 10-2, vous avez des tests purement irritatifs, donc ininterprétables. Les produits de contraste iodé, c'est pareil aussi. On dit qu'on peut aller jusqu'en pur, interpréter aussi avec vigilance. Donc c'est un peu tout le côté. Nous, je sais que la Société française d'allergo, avec le groupe de travail des allergies aux médicaments, on essaye de travailler dessus, à faire de la bibliographie, essayer de retracer les recommandations. Mais il y a des médicaments où il n'y a qu'un cas dans la littérature qui est décrit et on n'a pas... Hop, donc l'intradermoréaction. Hop, voilà, on fait la petite papule. Et on lit bien à 20 minutes. Et donc, une intradermoréaction sera positive quand la papule a été augmentée de volume avec un érythème. Donc, les 10 recommandations du groupe ENDA de l'EACI, c'est qu'on ne fait ça qu'avec des médicaments injectables, qu'on utilise donc des seringues à la tuberculine. Il nous donne toute la technique d'injection. De toute façon, je pense que vous aurez le diaporama. Younes, je ne sais pas, donc vous aurez tout le temps de bien le voir.
Hop. Et donc, pour la lecture, le fait de marquer la papule d'injection, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'on regarde la papule après lue à 20 minutes. Et donc, si on a la papule d'injection qui est augmentée d'au moins 3 mm, ça signe qu'il y a un test positif. Donc là, on est vraiment dans de l'IDR à lecture immédiate. Ouais. Nous, alors, je pense que, enfin, j'ai pas de préférence. Je pense qu'en fait, on les fait tout le temps dans le dos. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est beaucoup plus simple. Le patient est assis sur le lit d'examen, c'est à proximité. Après, je sais qu'à Grenoble, ils font plutôt sur le bras. Donc voilà, pas forcément plus de préférence que ça. Je pense, sachant que les IDR font mal. Faut bien prévenir le patient. Ouais, c'est vrai que sur les cuisses, ça fait mal. Alors, si vos tests sont négatifs, quelles sont les éventuelles causes pourquoi vous avez un test négatif ? Trop tôt, carrément, trop tôt. Il y a des tests qui ne sont pas très sensibles. Les médicaments antihistaminiques. Bon, c'est déjà pas mal du tout. Donc trop tôt ou trop tardif. Alors elle avait réagi en 2015, je la voyais en 2020. Voilà. Donc c'est. Alors après là, c'est aussi de l'école lyonnaise. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été formés à Paris ou à Montpellier. Nous, ce que l'on fait, c'est que si on a une réaction qui a eu lieu il y a plus de 3 mois. Et on a tendance à renouveler les tests une seconde fois parce qu'on part du principe que les IgE spécifiques ont peut-être un petit peu perdu de leur affinité et donc de réexposer le patient permet de réactiver, de restimuler les IgE spécifiques et donc on récupère certains patients lors d'une deuxième série de tests. Ça pour le coup, en fait, pas mal les autres équipes disent qu'en fait on sensibilise nos patients et que c'est pour ça que ça se positive lors de la seconde série de tests. Donc là, j'ai une de mes internes qui est sur le sujet, c'est son sujet de thèse, qui est en train de reprendre tous nos patients pour lesquels on fait 2 séries de tests et pour montrer qu'en fait, il y a bien une histoire d'anaphylaxie initiale et qu'on arrive à retrouver des tests positifs. Donc le délai idéal, pas trop tôt, pas trop tard, en fait, c'est vraiment ce que disait Jonas ce matin, 6 semaines, à 6 semaines de la réaction, on est bien. Après, dans les autres traitements qui peuvent vraiment avoir un impact, c'est les antihistaminiques. Après, il peut y avoir des comorbidités aussi qui peuvent avoir un impact sur la lecture des tests, comme les insuffisances rénales chroniques, l'atteinte neurologique, les âges extrêmes. La sensibilité et la spécificité des tests, ça peut nous poser vraiment... me pose... le plus de problèmes, c'est le MRG-PRX2, et notamment avec les fluoroquinolones. J'entends que vous avez quand même une bonne expérience du médicament. Je ne sais pas quelle est votre expérience avec les fluoroquinolones, mais alors moi, elle me pose beaucoup de soucis. C'est-à-dire qu'en fait, on a une anaphylaxie à l'interrogatoire, et puis quand on fait les tests, le médicament imputable est négatif, mais j'en ai d'autres qui sont positifs. Quand je fais un test d'activation des basophiles, c'est encore plus discordant, et quand j'en ai un qui a les tests négatifs et le test d'activation des basophiles négatif et que je réintroduis, bam, il fait une réaction. Donc le MRG-PRX2 nous pose des soucis. De diagnostic, et puis l'autre, ça peut être aussi une mauvaise réalisation des tests. Enfin, moi, avec mes jeunes infirmières, je l'ai vu parce que la dilution était mal faite, et voilà, ça peut arriver. Alors, on a pu réintroduire l'ibuprofène et les tests cutanés sont positifs pour l'amoxicilline. Qu'écrivez-vous au médecin traitant ? Ah ben, elle est allergique à l'amoxicilline, donc je ne vais pas m'y risquer. Mais en revanche, vous feriez quoi comme test de provocation orale ? Si vous proposez un test de provocation, ce serait à quoi ? Alors l'ibuprofène, donc ça a été fait. Et aux céphalosporines, ouais. Et vous utilisez quoi, vous, comme alternative, comme céphalosporine ? Ouais. Après, avec les C2G, il y a un petit peu plus de risque d'allergie croisée ?
Donc souvent les troisième générations. Donc nous, ce qu'on fait, c'est ceftriaxone et cefpodoxime. Comme ça, ils ont la possibilité d'une molécule IV et d'une molécule Peros. Mais donc, et qu'est-ce que vous dites aux patients? À l'amoxicilline et à quoi d'autre? Voilà, ouais. Et le patient va vous dire, d'accord, mais alors, est-ce que j'ai le droit de prendre des macrolides? Est-ce que j'ai le droit de prendre des fluoroquinolones? Sans problème. Oui, tout à fait. C'est vraiment là, lui expliquer qu'il est allergique à une classe et qu'il n'y a pas de risque qu'il fasse des réactions aux autres classes. Donc voilà le petit compte rendu. Alors, on va passer au retardé. Est-ce que c'est... L'ibuprofène, je l'ai réintroduit, donc je suis bien, je suis tranquille. Il n'y avait pas d'allergie. C'était en fait l'élément imputable, c'était l'amoxicilline. Alors si je peux vous parler un petit peu de mon expérience, les INS, on les connaît réputés pour potentialiser les allergies alimentaires, voilà. Moi, j'ai eu des choses très particulières quand les patients prennent les deux, c'est que de temps en temps, l'anaphylaxie est retardée. C'est un patient qui disait, je prenais mon antibioprophylaxie à 8h du matin, j'ai pris amoxicilline et ibuprofène, et ben 2h30 plus tard, il a fait le choc anaphylactique. C'est pourtant pas le timing qu'on connaît habituellement, mais c'est rare, hein, ça se compte sur les doigts d'une main, mais ça m'a marqué pour que je vous en parle parce qu'il y a des fois on n'a pas la chronologie très caractéristique et pour autant on a tous les symptômes. Donc les INS perturbent quand même un petit peu les choses et c'est pas impossible qu'il ait potentialisé aussi l'anaphylaxie de la patiente. Ok, alors on passe au cas clinique numéro 2. C'est un jeune patient qui m'était adressé. Il est épileptique, il a un lupus. Et en gros, donc 15 jours après l'initiation de Dépakine, il a eu une éruption cutanée diffuse, un œdème du visage, une fièvre à 39. Il a des adénopathies partout, une hyperéosinophilie, des lymphocytes activés, une petite perturbation de la créatinine, parce qu'une créatinine à 107 avec un DFG à 80, c'est quand même pas très bon pour un jeune de 27 ans. Il a une cytolyse hépatique et il a les PCR virales négatives. Donc je vous montre les photos de ce patient. Il était en exploration cardiaque. Vous en pensez quoi ? Ouais, c'est assez. Et vous savez, c'est la consultation en urgence du vendredi à 17h. C'est là. Et vous voyez, il a même une toute petite atteinte de la muqueuse. Je profite en fait. Dans le DRESS, on peut aussi avoir des petites atteintes de la muqueuse. Et c'est pas que pour les toxidermies bulleuses. Et donc. Là, ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est vraiment cette intensité, cette inflammation qu'on retrouve dans les DRESS. L'exanthème maculopapuleux des DRESS par rapport aux exanthèmes maculopapuleux tout banaux, je trouve qu'il y a une différence sur l'inflammation qui est vraiment très, très marquée. Et puis, une chose qui est assez notable aussi, c'est que ça prend vraiment les plis. Ça démarre par les plis, après ça diffuse. Ça, c'est un signe assez caractéristique. Donc le DRESS, hein, voilà. Et donc petit rappel pour savoir en fait dans quel cadre de toxidermie. Est-ce qu'on est vraiment dans le DRESS, est-ce qu'on n'est pas dans le DRESS? Vous pouvez faire le score de Cardone. Et ça peut être aussi un élément que vous pouvez donner au réanimateur. Parce que si vous êtes dans un DRESS exclu, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, ça coche vraiment pas beaucoup de cases, ça c'est quelqu'un que vous pouvez garder soit en ambulatoire, soit que vous gardez dans un service de soins conventionnel. Si vous avez un diagnostic comme ce patient de DRESS, au moins c'est une unité de soins continus parce que c'est à surveiller comme le lait sur le feu. Alors c'est vous qui êtes le spécialiste du DRESS. Oui. Les DRESS, je dirais que dans les toxidermies à gérer, alors il y a les nécrolyses épidermiques toxiques bien évidemment, mais dans les DRESS, c'est vraiment dur parce que
ça peut vriller du jour au lendemain en fait et voir quelques semaines après le début du DRESS, on a l'impression qu'on a passé un cap, et ben non, pas du tout. Donc c'est des personnes à surveiller comme le lait sur le feu, ça peut vraiment partir en cacahuète rapidement. Donc ça c'est un argument. En tous les cas, ce genre de toxidermie, c'est un bon argument. Donc le score de Cardone, vous le connaissiez tous? Non? Alors, je vous encourage à le faire. Le score de Cardone, c'est donc ça vous regroupe tous les signes cliniques déjà à rechercher. Ah, il marche pas. Merci. Pardon? C'est un critère diagnostique. Ouais. Bah, c'est le score de Cardone. En tous les cas, moi, c'est celui que j'utilise. Vous pensez à quel score? D'accord. Bon, probablement ça se regroupe. En gros, les signes qu'il faut rechercher, donc il y a la fièvre, les adénopathies, l'hyperéosinophilie, la présence de lymphocytes atypiques. Après, ça c'est un petit peu a posteriori qu'on peut le faire, mais non, pardon, est-ce que l'éruption a duré dans les 21 jours avant l'hospitalisation? Est-ce que ça touche une grande surface de la partie corporelle? Après, dans les critères qui sont très évocateurs de DRESS, c'est le purpura qu'on retrouve souvent au membre inférieur, l'œdème du visage. Alors attention pour les non-initiés, quand on parle de l'œdème du visage, c'est pas l'angioœdème qu'on voit dans les angioœdèmes histaminiques. Hein. C'est l'œdème du visage dans le DRESS. C'est le visage est très empâté en fait, c'est tout infiltré. C'est pas gonflé comme dans l'urticaire. C'est voilà. Et on a du mal à reconnaître les patients en fait. On a l'impression que quand on les revoit a posteriori, ils ont perdu 10 kilos. On retrouve les reliefs osseux. Desquamation épaisse, infiltration cutanée. Ensuite, si on a la biopsie, et il faut qu'on ait au moins des organes qui soient atteints, donc le foie, le rein, les poumons, le cœur, le muscle. Donc c'est vrai que dans le DRESS, c'est souvent le foie et le rein qui sont les plus souvent touchés, mais en fait, il faut savoir que le DRESS peut tout toucher, tous les organes, et ça peut même aller jusqu'aux transplantations. Donc c'est là toute cette gravité de cette toxidermie. Donc c'est ça en posteriori, résolution en moins de 15 jours, et puis de vérifier qu'il n'y ait pas de choses qui puissent être des diagnostics différentiels. Et donc, grâce à ce score de Cardone, en fait, quand il est inférieur à 2, le DRESS est exclu. Donc, on est dans une toxidermie, mais où il n'y a pas de signe de gravité. Quand vous êtes à 2 et 3, c'est impossible, improbable. Après, je ne sais même plus. En fait, vous les retrouverez, mais quand on est au-delà de 5, vous êtes dans un DRESS certain. Et donc ça, c'est à hospitaliser obligatoirement. Donc justement, voilà, vous accueillez ce patient en cabinet. Qu'est-ce que vous faites ? C'est ça, on l'hospitalise. Allô les amis hospitaliers, j'ai besoin de vous. Donc ça c'est vraiment une hospitalisation en urgence. Laissez pas partir un DRESS en disant on va vous recontacter quand ils auront de la place. Vous appelez et il faut qu'ils trouvent de la place. Donc on est sur une toxidermie sévère, il y a un traitement, indication un traitement systémique. Puis surtout c'est de la surveillance vraiment clinico-biologique bien rapprochée. Et puis vous le revoyez 4 mois plus tard, donc là il vient vous voir pour que vous fassiez les explorations. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous êtes en cabinet de ville, on va dire. Déjà, très bien. Pourquoi? Il y a un délai à respecter, tout à fait. Donc c'est vrai que dans le DRESS, il vaut mieux respecter 6 mois de délai. Première raison, c'est parce que ça peut réactiver. Après, de vous à moi, j'ai que 2 personnes en tête chez qui j'ai réactivé. Alors, c'est pas plus tard que la semaine dernière, mais ça, on réactive quand même pas non plus trop fréquemment. La deuxième raison, c'est qu'on risque d'avoir des faux négatifs. En fait, la peau, en fait, ce sont des patients qui ont baigné dans les corticoïdes, et puis en fait, la peau n'est pas encore véritablement reconstituée, donc on a vraiment un risque de faux négatifs. Oui. Non, c'est selon la teinte. Selon la teinte, je sais qu'il y a certains DRESS qui débutent, qu'on traite par l'application de dermocorticoïdes en bonne dose. Hein, c'est 3 tubes par jour, et on regarde un petit peu ce qu'il en est. Après, à partir du moment où il y a quand même plusieurs organes qui sont atteints, on administre la corticothérapie. Après,
dans vos attentes, vous vouliez savoir comment est-ce qu'on traitait les toxidermies. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses codifiées finalement. C'est beaucoup les dermocorticoïdes. Alors il y a des fois, je vois des toxidermies qui sont traitées par des antihistaminiques, à moins de soulager un peu le prurite, mais c'est très clairement pas ça qui va l'améliorer. Dans le syndrome de Steven Johnson, dans la nécrolyse épidermique toxique, en fait, c'est des soins symptomatiques, mais en fait, malheureusement, il faut juste attendre que le cap se passe. Mais il n'y a pas beaucoup de traitements qui ont fait la preuve d'une grande efficacité dans les toxidermies bulleuses. Oui. 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 Oui, tout à fait. Alors, pour être honnête, comme j'ai pas l'expérience, je préfère le dire, mais j'aurais envie de dire qu'avec les enfants, c'est peut-être encore moins. Les éruptions virales chez les enfants sont quand même vachement fréquentes, et ça peut donner de la fièvre, ça peut donner un peu d'état général altéré, ça peut limite un peu perturber la biologie. Pour mon expérience avec les adultes, j'ai un patient qui vient, qui a un exanthème maculopapuleux avec un peu de fièvre et que j'ai pas de perturbation biologique. Si je trouve que le patient va bien et que je sais que je peux le revoir dans les 48-72 heures, je le fais rentrer chez lui. En revanche, il a des comorbidités. On sent que l'éruption est quand même hyper cognée. La fièvre, elle est à plus de 40. J'ai des adénopathies. Lui, je le garde. Voilà. C'est oui. Oui, oui. On dit que on dit qu'il faut, on peut tester un patient quand il a une corticothérapie inférieure à 20 mg par jour. Mais ça va être une des questions pour après. En gros, si on a une très forte suspicion de la toxidermie et que j'ai des tests négatifs, j'hésiterai pas à renouveler à distance de la corticothérapie. J'ai un test positif, je suis contente. J'ai un test négatif. Je renouvellerai les tests à distance, je ne m'arrêterai pas sur ça. Ça va oui, vous n'avez pas répondu à ma question. Donc, le patient, il vous est adressé. Donc déjà, on est trop précoce pour faire les tests. Mais vous êtes en cabinet de ville et vous avez un patient qui a eu un DRESS. Est-ce que vous le testez chez vous en cabinet de ville ? Oui, exactement. De toute façon, alors je ne sais pas quels sont vos délais de rendez-vous, mais nous, c'est facile de mois, c'est nos délais normaux. Donc, en effet, les toxidermies sévères, le message, c'est faites attention pour les explorations des toxidermies sévères. Pour moi, je pense que des exanthèmes maculopapuleux, sans inquiétude, vous pouvez les tester en ville. Mais en revanche, les toxidermies sévères comme le DRESS, faites-le en centre expert, c'est au moins vous vous sécurisez. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer comme test ? Un patch, tout à fait. Le patch avec la dépakine. Est-ce qu'au Maroc, vous avez à disposition des seringues toutes prêtes ? Ah, ouais. Vous les préparez, ouais. C'est vrai qu'il existe donc des seringues toutes prêtes du médicament qui sont déjà préparées dans de la vaseline. C'est plutôt pratique. Vous n'avez pas, ouais. Le délai, donc là on l'a vu. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient contre-indiquer la réalisation du patch test ? Pardon ? Ou qu'il ait encore des lésions ? Oui, complètement. La corticothérapie au long cours, c'est surtout ça. C'était à moins de 20 mg. Oui. On est d'accord que
que les choses évoluent. On est complètement d'accord, et c'est vrai que là pour le coup je parle au nom du docteur Ben Saïd, Benoît Ben Saïd, qui est vraiment mon référent, qui m'a beaucoup appris sur les toxidermies sévères, et en fait il m'a dit qu'il s'est beaucoup décomplexé justement sur les explorations du DRESS. En fait le souci c'est que vous en avez beaucoup parlé, des antibacillaires qui malheureusement sont très pourvoyeurs de DRESS. Quand le patient a vraiment besoin d'avoir ce traitement, faut qu'on fasse les explorations, hein, donc ouais. Ah oui, ça c'est ça pose un grand problème. Alors après c'est là où il y a ouais. Alors c'est une très bonne question. En gros, quand le patient a fait sa réaction et qu'on a besoin de réintroduire les médicaments, ça pour le coup, une fois que votre patient il est sensibilisé, la réaction, quand vous le réexposez, ça va arriver dans les 48-72 premières heures. Donc si au bout de 2-3 semaines il ne s'est rien passé, il ne se passera rien. Non, je ne vous sens pas convaincu. Alors qu'ils avaient fait déjà la réaction ? Oui, mais si. Mais là, ça veut dire qu'il n'avait pas été sensibilisé au préalable. Donc là, j'entends votre problématique. Mais imaginons le patient fait un DRESS à la rifampicine. Si je le réexpose à la rifampicine, dans les 24-48 premières heures, rien qu'avec un seul comprimé, il va tout réactiver. Ça, c'est... en tous les cas, moi j'ai les rares fois où en fait, j'ai exploré les patients, que je suis allée jusqu'au test de provocation parce qu'il en avait vraiment besoin. Avec des produits qu'il avait déjà eu auparavant. Oui. D'accord, ok. Ouais. Alors ça aussi, c'est malheureusement la problématique du DRESS qui, après, quand on en a quand on a un médicament qui est le médicament imputable, après il est dans un tel état de désordre immunitaire que dès qu'on redonne quelques molécules que ce soit, limite un produit de contraste ou quoi, ça réactive le DRESS. Ouais. 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 Non, mais c'est à cause du désordre immunitaire en fait. C'est que ouais. Eh ben ouais. Alors après, est-ce qu'on peut s'en sortir? Mais là pour le coup, mais est-ce qu'on peut s'en sortir avec un petit peu de corticothérapie générale en plus pour essayer de limiter un maximum? Ou alors après, c'est les inductions de tolérance, mais c'est vrai que c'est très compliqué, ouais. Alors, on peut faire des inductions de tolérance dans l'hypersensibilité retardée aussi. C'est pas forcément, les inductions de tolérance ne sont pas que avec les IgE. On peut également faire des inductions de tolérance pour de l'hypersensibilité retardée. Il y a des articles qui nous montrent les protocoles. Et notamment, il y a des protocoles pour les antibacillaires. Ouais. Mais en tous les cas, c'est vrai que le DRESS pose vraiment beaucoup de soucis. Et par exemple, quand on fait les tests allergologiques, on se retrouve avec 2 tests positifs à 2 molécules qui n'ont rien à voir. Par exemple, ce patient, imaginons que donc il a fait le DRESS à la dépakine, mais qu'à l'époque, pour quelque raison qu'il ait, il avait eu pas mal de médicaments, il avait eu aussi un scanner, etc. Et quand on fait les tests aux médicaments, il peut très bien avoir la dépakine qui sort, mais aussi le produit du contraste iodé. Alors que les 2 molécules n'ont rien à voir. Mais ça, c'est toute cette particularité du DRESS qui fait qu'on se retrouve aussi avec des tests, avec des discordances. Donc c'est là où il y a toute l'imputabilité.
Ah si, il faut tout tester. Si. Alors, pour les tests, il faut faire une frise chronologique. J'ai pas mis de schéma, mais c'est très basique. Hein. Vous faites une grande flèche. Et le temps 0, c'est le jour où la toxidermie démarre. La toxidermie démarre le jour où les gens ont l'éruption cutanée. Ou est-ce que la toxidermie peut démarrer dans d'autres moments? Oui. C'est ça. Ça, c'est vraiment important. C'est que votre J0, il démarre quand le patient fait de la fièvre, ou qu'il a une pharyngite, ou qu'il a un état général pas top, etc. Parce que souvent, ces prodromes, ils sont pris pour de l'infection. Donc, on met de l'amox, par exemple, et 48 heures plus tard, il fait l'éruption cutanée. Donc, les personnes qui nous les adressent disent « il a une allergie à l'amoxicilline, c'est obligatoire ». Mais en fait, il faut vraiment retracer sur ce qui s'est passé avant. Et tiens, il y a eu 10 jours plus tôt l'allopurinol. Donc, ce n'est pas l'amoxicilline, c'est l'allopurinol. C'est vraiment important de mettre donc, les prodromes. Et donc, après, vous notez quand est-ce qu'a été débuté tel traitement, quand est-ce qu'il a été arrêté. Et donc, ça vous permet en fait de voir à l'instant T sous quel traitement le patient était. Soit, en fait, pour répondre à votre question, soit le patient a un traitement, par exemple, un antihypertenseur qu'il prend depuis des années et des années, il n'y a aucun intérêt à le tester. Ça, pour le coup, il n'y a aucun intérêt non plus à l'arrêter. Ça, faut pas. Soit vous avez un traitement qui a été pris 10 jours avant que tout ça arrive, vous calculez le nombre de demi-vies. Si on dit qu'au bout de 5 demi-vies, on n'a plus le médicament en soi, Benoît Bensaïd, lui, il recommande de calculer 7 demi-vies. Au moins, vous savez qu'à 7 demi-vies, il n'y a vraiment plus rien du tout et donc l'affaire est réglée. Donc, tout médicament qui a été stoppé avant la réaction et que vous avez calculé les 7 demi-vies et qu'à J0, il n'a plus rien du tout, celui-là non plus, ce n'est pas la peine de le tester. En revanche, tous les autres, il faut les tester. Vous regardez dans le Vidal ? Ouais, vous regardez la pharmacodynamie, la pharmacocinétique, pardon, ils mettent le nombre, la demi-vie est de temps, et donc je multiplie par 7, et donc j'ai le temps où, voilà. Mais alors, en tous les cas... Non, ouais. On reste toujours un peu dans le flou. Mais alors, si vous êtes dans le flou et que vous avez un doute, testez. Moi, j'ai tendance à toujours un peu suivre mon instinct et à me dire lui, ça faisait 7 jours qu'il était arrêté, mais il y avait une petite insuffisance rénale. Ouais, je calcule le nombre de... ça fait quand même proche, on est un peu entre les deux. Je teste. En fait, je trouve que dans ce genre de toxidermie, il ne faut pas laisser place au doute, en fait. Et tous les... Alors, je pense que je vais répondre de manière un petit peu circonstanciée. S'il a eu énormément de produits différents et qu'il a fait un DRESS vraiment très très sévère, peut-être que je partagerai les tests en deux. Alors j'entends les contraintes financières et compagnie, mais il y a un risque quand même que quand si on met, c'est ce qui s'est passé le week-end dernier, la patiente, on lui avait testé énormément de choses dans le dos et elle est arrivée, elle avait un test qui était complètement bulleux et pour le coup elle avait un exanthème maculopapuleux. Donc, et je pense qu'en fait c'est qu'on l'a trop titillée et qu'elle a eu trop de choses dans le dos. Donc si vous sentez qu'il y a de la gravité, en l'occurrence pas de chance parce qu'elle n'avait pas eu un bon interrogatoire et elle ne nous avait pas tout dit, mais si vous avez eu vraiment une toxidermie sévère, n'hésitez pas à partager les tests en deux quand il y a beaucoup. Et ce qui est important, c'est que cherchez le diable qui est dans les détails. C'est ce petit produit de contraste iodé, on vous en parlera jamais. Donc regardez bien si le patient il n'a pas eu un scan à ce moment-là, parce qu'en fait il a forcément eu un scan. Parce que souvent ils sont fébriles, souvent ils viennent pour des infections quelconques, je sais pas trop quoi. Ils ont souvent le petit scanner qui se cache, et les produits de contraste iodé sont souvent en cause. Tout comme les patients ne vous diront pas forcément tout. Moi, j'ai une patiente qui avait un érythème pigmenté fixe qui m'était adressée pour suspicion d'allergie au paracétamol. Et
Et donc on lui avait fait les tests. Le test de réintroduction s'était très bien passé. Elle n'avait pas réactivé son érythème pigmenté fixe. Donc je lui avais dit, écoutez, vraiment là, je ne sais pas. Elle revient une deuxième fois, couverte de plaques. Et je lui ai redemandé. Alors je suis allée voir s'il n'y avait pas des tisanes, si elle prenait pas telle chose. Non, rien, non. Vraiment, je vous assure, docteur, j'ai rien pris, je vois vraiment pas. Et c'était sur le pas de la porte. Je commence à ouvrir la porte. Elle dit, c'est quand même pas le myolastan que je prends de temps en temps qui fait ça. Bah si. Donc voilà, il faut être Sherlock Holmes. Et puis alors les patients, ils vous disent que ce qu'ils veulent. Hein. Ils vous diront pas le truc qu'ils veulent pas enlever. Bref. Donc les patchs, alors je vous ai remontré comment faire les patchs quand c'est sous forme de comprimé. En fait, donc c'est des patchs à 30% dans la vaseline. Après, là pareil, en fait, il y a des recommandations. Ils vous disent dans la vaseline ou dans l'OPPI. Nous, on fait dans la vaseline. Donc on dilue 30% le poids du comprimé. On le pose dans le dos et on fait la lecture. Et une chose que je vous conseille de faire, c'est bien espacer vos patchs. Mettez pas les médicaments les uns à côté des autres parce que vous allez avoir en fait une sorte de contamination. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est franchement positif, il risque de positiver ceux d'à côté. Donc vous avez le dos, amusez-vous à en mettre partout dans le dos. Pour la lecture, mais là aussi c'est un peu une histoire de contraintes. Nous, nos contraintes font qu'on fait les lectures à 72 heures, voire 96. Dans les bouquins, c'est 48-72 heures. Je trouve de mon expérience que la lecture à 48 heures, elle est compliquée. Parce qu'on retrouve quand même des produits qui sont... voilà, on peut avoir un peu de rougeur, on se demande si c'est spécifique ou pas spécifique. Donc la lecture à 72 heures, vous savez que quand vous avez déposé les tests à 48 heures et que vous faites la lecture le lendemain, vous avez une bonne visibilité. Dans mes autres petites choses, est-ce que vous avez ce type de test ? Très clairement, vous ne vous posez pas de questions. Si, par exemple, on imagine que ça, alors ça c'est le témoin d'irritation, mais vous voyez une toute petite macule ou pas ? Est-ce que vous voyez que c'est un tout petit peu rouge ? Imaginons que ça, c'était le test à la dépakine. C'est un peu rouge, c'est pas hyper infiltré. Est-ce que vous considérez ce test positif ou est-ce que vous le considérez négatif ? On peut proposer une intradermo, tout à fait. Mais comment ? Alors, on peut en effet proposer une deuxième lecture, parce que pour le coup, si la petite macule persiste à quelques jours après, c'est que c'est plutôt... ouais. Mais... nous, on les fait. Mais c'est des centres experts qui le font. Donc si vous êtes en milieu hospitalier... Bah non. Oui. C'est de plus en plus... Alors, auparavant, on disait que non, parce qu'il y a toujours ce risque de réactivation. Mais plus ça va, et plus on en fait, et moins on réactive... on se rend compte qu'en fait, on prenait beaucoup de mesures très précautionneuses, et de réactiver avec des IDR, c'est quand même assez rare, en fait. Donc dans le DRESS, on peut les faire. Oui. Mais vous n'avez jamais eu de soucis ? Bah voilà. Ouais. Et nous non plus. Alors, ça peut arriver que le patient refasse de l'exanthème maculopapuleux. J'ai rarement vu, moi, les seuls DRESS que j'ai réactivés, c'est quand on a fait des tests de provocation, en fait, quand on a redonné le médicament. Mais avec les médicaments, avec les IDR, au grand pire, on redéclenche un exanthème maculopapuleux. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'un test au médicament, quand il a une petite macule comme ça, que c'est un peu érythémateux, que vous trouvez que le test est douteux, considérez-le comme positif.
C'est différent de l'eczéma de contact allergique, par exemple au nickel. Si vous aviez ça avec du nickel, moi je vous dirais c'est pas pertinent, on le prend pas en compte. Avec le médicament, je trouve que l'interprétation des tests, elle est vraiment différente et vous avez un petit test un peu douteux, vous le considérez comme positif. Je vous le dis avec certitude parce que, quand ils étaient comme ça, on a fait des tests de réintroduction et nos patients ont réagi. Et deux, on travaille en partenariat avec un laboratoire INSERM qui regarde tout le profil inflammatoire qu'il y a dans la peau. Et en fait, quand ils ont analysé ce genre de patch, ils voient qu'il y a de l'activation cytotoxique et ils voient qu'il y a un mécanisme immunoallergique. Donc, un test pas hyper positif, vous dites, franchement, vous le considérez comme positif. Ouais, et après, vous complétez pour avoir 1 gramme. En fait, vous complétez avec le véhicule, avec de la vaseline, pour avoir 1 gramme. Comme ça, vous avez votre médicament qui est à 30%. Voilà. Ouais. Le but, c'est de la dilution à 30%. Et quand on a de la molécule IV, c'est de la dilution à 10% dans de l'OPPI. Donc là, c'est un peu comme quand on fait nos intradermoréactions. En fait, on fait de la dilution comme nos IDR, sauf que là, on le met en patch. C'est tout bon. Ça répond à vos attentes jusqu'à présent, ça va? Oui? Non? Donc les précautions à prendre, on attend, dans l'idéal et dans la mesure du possible, on attend au moins 6 mois. Donc c'était tout ce qu'on disait. Bien faire attention aux corticoïdes systémiques. En fait, j'ai fait une coquille. En fait, donc les corticoïdes, c'est possible si on est inférieur à 20 mg par jour. Les dermocorticoïdes aussi, il faut bien vérifier que le patient ait arrêté de s'en appliquer, parce que sinon nos tests sont ininterprétables. Le tacrolimus, vous l'avez au Maroc, Protopic, Tacrosem. Oui, donc ça aussi, c'est un immunomodulateur, donc ça peut négativer nos tests. Et puis, en gros, tous les patients qui sont sous immunosuppresseurs, biothérapie, je pense par exemple au méthotrexate, il faut interpréter de manière circonstanciée. Ce qu'on fait, nous, c'est que si le patient qui est sous méthotrexate et qu'il dit qu'il ne tolère pas les bijoux fantaisie et compagnie, on met un patch au nickel, comme ça fait un peu notre témoin positif. C'est-à-dire que si on a notre patch nickel qui est positif et qu'on a le médicament qui est négatif, on se dit peut-être que grâce à ça, on peut se dire qu'on a de la fiabilité dans notre test. Voilà. Alors, les tests sont négatifs. Vous avez bien fait tous les tests comme il fallait. C'est négatif. Est-ce que vous allez lui réintroduire la dépakine ? Ouais, c'est la question. En fait, il faut éliminer la classe des antiépileptiques de la classe de la dépakine. Après, c'est une discussion avec le neurologue. Donc ça, moi, je ne connais pas toutes les classes des antiépileptiques. Il ne faut juste pas prendre la même classe que la dépakine. Il y a des allergies croisées au sein... Oui. Non, il y a vraiment un intérêt à chercher l'allergie croisée. Oui, complètement. Nous, c'est ce qu'on fait. C'est que, après, le seul souci, c'est cette question, c'est si j'ai mon test à la dépakine qui est négatif, comment j'interprète les autres de la même famille. Ça veut dire que si j'ai mon test à la dépakine négative, je ne peux pas interpréter les autres tests. Et donc là, je suis bloquée. Ouais. Donc on change de classe, ouais, carrément. Alors ça fait partie des alternatives. Alors je ne sais pas, vous avez la possibilité de faire le test de transformation lymphocytaire. Je me tourne vers l'immunologiste. C'est le TTL, vous le faites
Ouais, c'est de la recherche. Eh ben, nous aussi, on le fait, le TTL, le test de transformation lymphocytaire, on le fait en recherche. C'est vraiment parce qu'on a ce partenariat avec le laboratoire qu'on peut le faire, mais ce n'est pas du soin courant. Ouais. C'est des, ça, oui, il y a des, oui, oui, il y a des retours positifs, mais j'aurais envie de dire que c'est pas, ça tranche pas de manière vraiment très précise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout un argument. On a l'anamnèse, on a le test, on a le TTL. C'est tout cet ensemble qui nous amène en fait à poser le diagnostic. On fait pas un diagnostic que sur un TTL, parce qu'il y a des fois où on est un petit peu on est déçu des résultats. Alors, on peut le faire pour tous les médicaments, mais après, ce n'est pas à disposition de tout le monde. C'est surtout ça. C'est pas toujours... Non, c'est pas, de mon expérience, c'est pas toujours bon. Donc, si vous avez des tests qui sont négatifs, est-ce que vous allez lui redonner la dépakine? Merci. En fait, c'était surtout ça ce que je voulais entendre, c'est non, non. Ah non, je ne ferai pas de test de provocation. J'ai un patient qui a pris que de la dépakine, qui a fait un DRESS certain. J'ai un test cutané négatif, je ne lui redonnerai pas le médicament. Je renouvellerai le test à distance, mais dans une toxidermie sévère, je ne vais pas faire un test de provocation. Pour un exanthème maculopapuleux, je le ferai, très clairement. Pourquoi on a fait les tests? Pour rechercher les allergies croisées. Comment? Alors moi, je ne m'amuserais pas à redonner un médicament de la même famille sans avoir fait des tests au préalable. Vous risquez d'avoir des soucis. À condition d'avoir mon témoin imputable bien positif. Si j'ai la dépakine qui est négative, je ne pourrai pas interpréter les autres tests. C'est logique, mais c'est comme quand on fait les pneumallergènes. Si j'ai mon témoin histamine qui est négatif, je ne peux pas interpréter les autres tests. Donc c'est à peu près ce même principe. Oui, oui. Oui, mais si on peut réussir à aller jusqu'au bout, et après, en fait, c'est rarement aussi simple que le patient qui fait son DRESS a un seul médicament. Il y a la plupart du temps, c'est un patient qui a eu une infection sévère, qui a eu une multitude d'antibiotiques. Donc, en fait, on se retrouve avec des macrolides, avec des glycopeptides, et là, il y a un intérêt à faire les tests pour qu'on puisse dire ce à quoi il a le droit, en fait. Si c'est un seul produit et que le produit il n'est pas indispensable, je suis complètement d'accord pour ne pas faire les tests et à dire on arrête et on supprime ces classes. Par exemple, un patient, j'essaye de trouver un exemple, mais par exemple avec la piostacine. La piostacine, elle est seule dans sa catégorie, elle est macrolide apparentée, mais on sait que les allergies croisées avec les autres macrolides, il n'y en a pas. Donc globalement, en fait, voilà, il n'y a que la piostacine, je contre-indique la piostacine et puis je suis bien. Oui. Eh ben, elle n'est pas bonne. Ouais. Elle n'est pas bonne pour plusieurs raisons. La première, ça dépend des médicaments. On donne une bouteille de champagne à celui qui arrivera à avoir un test à l'allopurinol positif. Ah ben non, mais c'est nul comme exemple de prendre le champagne, je suis désolée. C'est pour les Français. Mais en gros, voilà, l'allopurinol, on n'a pas... il y a une très très mauvaise sensibilité du test. La deuxième chose, avec les Steven Johnson, on a rarement des tests positifs aussi. Ça, c'est... Pardon ? Alors nous on les fait, mais on sait que alors il y a des fois on arrive à avoir un test positif, mais c'est moins fréquent qu'avec un DRESS par exemple. En fait c'est cette chance qu'on a d'être dans un centre de compétences en fait, et ce qui fait qu'on se permet ces choses-là parce que voilà.
Alors, selon la population, qui... mais pour le coup, c'est vrai que votre question, elle est intéressante. Je vous avoue que je vais répondre que je ne sais pas. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une bonne question de doser le HLA. S'il est présent, c'est vrai que ça nous apporte un argument supplémentaire. Ouais. Ouais. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que c'est intéressant. Ça peut être un argument un peu indirect de confirmer l'allergie. Ouais, carrément. Voilà. En tous les cas, moi, le message que je voulais vous transmettre, c'était que ça n'éliminait pas formellement l'allergie d'avoir un test cutané négatif. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous aider au diagnostic? On en a parlé. Donc, en fait, c'est l'intradermoréaction. Quand le patch est négatif, vous pouvez compléter avec une intradermoréaction. Mais ça, pour le coup, les IDR sont plutôt à faire dans les centres experts. Et pour des questions de contraintes et compagnie, c'est vrai qu'on a tendance maintenant à faire et patch et IDR en même temps. Sachant que peut-être que vous allez me dire, oui, mais alors en fait, l'IDR, elle risque d'avoir une meilleure sensibilité, une meilleure spécificité. Quel est l'intérêt de faire les deux? Eh bien, j'ai vu des patchs positifs, mais des IDR négatives. Donc ça a un intérêt à faire les deux, parce qu'on peut récupérer dans un sens comme dans un autre. Et alors, il y a des fois, non, le produit n'est pas injectable, donc dans ces cas-là, on ne peut pas faire d'IDR. Alors, nous, on se dit, on va faire des prics. Et ça m'est arrivé d'avoir un pric à lecture retardée qui a été positif. Mais ce n'est pas très fréquent. Parce que ce qu'on injecte, c'est vraiment pas énorme. Je pense qu'on a une meilleure sensibilité du patch plutôt que le pric à lecture retardée. Oui, mais parce qu'une fois encore, on est dans un centre expert en fait, et on se permet de le faire. Si on n'est pas forcément dans un centre expert et que voilà, il vaut mieux démarrer par le patch. Et si le patch est négatif, on peut proposer l'IDR. Donc là, qu'est-ce qu'on écrit au médecin traitant? On écrit donc ce pourquoi le valproate de sodium est contre-indiqué, et on contre-indique à l'ensemble des anticonvulsivants en attendant de faire les alternatives thérapeutiques. Est-ce que c'est bon? Après, là, je vais vous passer un petit peu de photos. Est-ce que vous avez des questions encore sur la prise en charge, où on continue, je ne sais pas, sur le timing, Younes, comment je suis on est bien? D'accord, parfait. Donc un peu d'iconographie de cas cliniques. Là, vous avez une patiente qui vient parce qu'elle a eu une opération des dents de sagesse. Elle a eu 7 jours de traitement par amoxicilline et le lendemain de l'arrêt, elle a eu une éruption sur le décolleté, partout. Ça a duré 8 jours et ça a régressé avec des squamations. Et elle en avait pris auparavant, ça se passait très bien. Et voici l'éruption. Vous en pensez quoi? Voilà, exanthème maculo-papuleux, tout banal, entre guillemets. Donc l'exanthème maculo-papuleux, ça, en gros... On se sensibilise en une semaine à 10 jours environ. Souvent, c'est ce que les patients nous le décrivent souvent, c'est qu'en gros, ils ont le traitement, et c'est quand ils ont arrêté le traitement qu'ils ont l'éruption. J'insiste toujours avec mes étudiants sur le fait qu'il faut bien qu'ils interrogent sur combien de temps après l'éruption a duré. Parce qu'en gros, un patient vous dit « j'ai eu une éruption sur le corps », ils ne prennent pas forcément leur fièvre, ils disaient que ça grattait, ils ne peuvent pas vous dire si c'était mobile, fugace, n'importe quoi. Si vous dites « voilà, ça arrivait, ça faisait une semaine que j'avais eu le traitement et… non, j'ai pas eu de signe de gravité. Si vous lui demandez pas combien de temps ça a régressé, vous pouvez vous dire il a fait de l'urticaire, je vais lui redonner, et puis bim, en fait en 48-72 heures il redéclenche l'exanthème. Donc c'est important parce que souvent dans les exanthèmes maculo-papuleux, les patients vous diront j'ai eu l'éruption et ça a duré une semaine, et après n'hésitez pas aussi à demander, et vous avez eu l'impression d'avoir comme un coup de soleil, votre peau était très sèche, ah oui en effet j'ai dû me mettre un peu plus de crème ces derniers temps. Donc
Donc de rechercher la desquamation, c'est vraiment un signe fort. Je repense, et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'une fois qu'on est sensibilisé, ça peut vraiment revenir très vite. Et je pense à un de mes internes qui s'est fait complètement avoir, qui n'avait pas forcément interrogé jusqu'au bout le patient, qui nous racontait que 3 heures après un scanner, il avait eu une éruption. Il ne se souvient pas très bien combien de temps avait duré l'éruption, mais il se souvient qu'il y avait une infirmière qui avait dû passer pendant 1 semaine ou 2 pour mettre de la crème. Et puis, il a re-eu un autre scanner, et là, c'était dans l'heure qui suivait. Il a re-eu des plaques sur le corps, mais rien de plus, et mon interne s'était arrêté là. Et le patient avait bien insisté sur le fait que cette infirmière était venue à plusieurs reprises pour lui mettre de la crème sur le corps. Et en fait, quand mon interne me raconte ça, je dis bon bah super, donc là tu as fait les tests, on va faire la lecture retardée. Ah bah non, je lui ai redonné. Ah bah c'est con. Puis ce qui fait que le soir même, enfin non même pas, dans l'heure qui a suivi, le patient est redevenu tout rouge. Ouais, il s'est pris une soufflante. Surtout que c'était son dernier jour de ses 6 mois de stage. Je me suis dit j'ai tout foiré avec lui. Mais donc c'est juste qu'il fallait aller vraiment jusqu'au bout de l'interrogatoire. Donc quand il vous dit vraiment ça a duré un peu plus longtemps, n'hésitez pas à faire une lecture un peu retardée. Cette limite un peu entre les deux, parce que autant quand c'est dans l'immédiat, on le sait, enfin on arrive à bien comprendre, quand c'est du DRESS, quand c'est du Lyell, bon bah là voilà les faits sont là, mais de l'exanthème maculopapuleux, on peut être dans une petite forme un peu frontière, à se dire je suis dans quel... donc n'hésitez pas à faire de la lecture retardée, ça mange pas de pain. Oui. Eh ben c'est le suivi. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Hein, Alors oui, s'il n'y a pas de signe de gravité, si en gros, s'il a de la fièvre, que je vois que par exemple il a 0,7 d'éosinophile, mais que le bilan hépatique est normal, que la créatinine est normale, je le fais repartir avec des dermocorticoïdes à bonne dose et je fais un suivi 2 à 3 fois dans la semaine pour vérifier la créate, le rein et les éosinophiles. Non, c'est le suivi. Ouais. C'est vraiment, c'est là où on serre un peu les fesses. On surveille. On surveille. Après, pour... comment ? D'accord. Et pour le coup, je vais rebondir sur ce que vous dites. Moi, j'ai eu une patiente qui venait juste de faire un infarctus. Donc, elle avait eu le combo. Hein. Elle avait eu tout ce qu'il fallait avec les produits de contraste iodé. Elle avait le cardégique, le bêta-bloquant. En fait, elle avait plein de médicaments qui ont tous été initiés en même temps. Et elle m'a adressé à ma consultation, exanthème maculopapuleux diffus avec un peu de fièvre. Qu'est-ce que vous faites ? Parce que cette patiente, elle vient de faire son infarctus, donc en gros, tous les traitements qu'a instauré le cardiologue, je pense que le cardio, il y tient, ces traitements. Vous avez cette patiente, elle est toute rouge avec un peu de fièvre. Qu'est-ce que vous faites ? Comment ? En fait, la frise, elle est très simple. C'est qu'il y a 1 semaine, elle a tout eu. Il y a 1 semaine, elle a démarré tous ses traitements puisqu'elle a fait son infarctus. Eh bien... Mais en fait, voilà, à l'instant aigu, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez cette patiente, elle est toute rouge, elle a des médicaments indispensables, mais elle n'a pas de signe de gravité. Et ben moi, je vous encourage à garder, à poursuivre. En gros, mais à surveiller comme le lait sur le feu. C'est-à-dire que cette patiente, je n'avais aucun signe de gravité, elle était rouge, elle n'avait pas de perturbation biologique, et à côté de ça, elle avait que des traitements hyper importants qu'il fallait absolument qu'elle poursuive. Et ça, c'est ce qu'ils recommandent de plus en plus, et notamment en pédiatrie, c'est qu'on poursuit le traitement tout en surveillant et tout en traitant. Et cette patiente, en l'occurrence, on lui a appliqué les 3 tubes de dermocorticoïdes. Je l'ai revue quelques jours plus tard. La prise de sang n'avait pas bougé, et elle était en train de s'améliorer, et elle avait gardé tous ses traitements indispensables. Non, parce que j'avais pas de signe de gravité. Donc j'ai plus de chances d'améliorer son exanthème maculopapuleux avec les dermocorticoïdes qu'avec les corticoïdes en comprimé. Une kéylite. Je pense que là, je pense que ça, pour
pour le coup, c'est un signe qu'il faut avoir en tête. Après, on peut très bien avoir une atteinte, surtout chez les enfants, une atteinte virale qui peut donner ça. Donc ça, pour le coup, j'aurais tendance à surveiller. Ouais. Oui. Oui. Oui, mais est-ce qu'ils ont des prises médicamenteuses en même temps? Ouais. Oui. 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 Moi, j'aurais tendance à dire que ça change rien, mais je suis pas sûre de moi. Je préfère vous le dire. Mais une fois que l'éruption est là, à moins de redonner une molécule de la même famille, je vois pas pourquoi d'administrer en fait un médicament dont le patient a besoin, surtout dans ces circonstances-là. Je vois pas en quoi ça aggraverait, ouais. Bah oui, ouais, ouais, bah oui, ouais. Mais là, en fait, ouais. Mais après, maintenant, en pédiatrie, pour le coup, les choses sont très claires et Claude Ponvert a été un des précurseurs de tout ça. C'est qu'un exanthème maculopapuleux chez un enfant qui a eu un traitement antibiotique, qui n'a aucun signe de gravité, on poursuit l'antibiotique. C'est maintenant, et on ne teste plus. Maintenant, ils font même plus de tests, ils réintroduisent d'emblée, en fait. Ah, complètement. Une fois que cette jeune patiente, si je m'amusais à lui redonner de l'amoxicilline, en fait, c'est Anka Chiriac et l'équipe de Demoli qui a vraiment analysé tout ça. Et ils ont bien vu qu'avec la reprise d'un comprimé, dans les 24-48 premières heures, il refait sa réaction. Une fois qu'on a nos lymphocytes T qui ont été fabriqués, et qui sont en nous, en fait, ils sont là, ils restent, ils sont mémoire, et donc ils se réactivent en un seul coup. C'est le délai de sensibilisation. C'est vrai qu'en fait, je devrais plutôt le mettre comme ça, c'est le délai de sensibilisation. Après la première prise, exactement. Exactement. Ouais. C'est beaucoup plus court, ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est en ça où c'est ce qui c'est pour mon fameux patient là des produits de contraste, c'est que plus en fait on l'exposait et plus en fait il réactivait de manière de plus en plus précoce. Donc en effet c'est avoir en tête que en gros ils oublient. Mais oui, mais oui, mais c'est clair. C'est ça qui est hyper dur. Et c'est vrai qu'on leur demande tout le temps, est-ce que vous avez été exposé auparavant? Et en fait, ils ne s'en souviennent pas bien. Et c'est ma cadre de santé, on est la première, elle nous a fait une toxidermie dans le service. Et elle avait fait ça à une fluoroquinolone. Et en fait, après coup, elle me dit, en fait, et elle me remontre un papier où il y avait écrit contre-indication au fluoroquinolone. Elle avait déjà fait sa toxidermie, elle l'avait oublié. Donc, bon, elle l'a faite chez nous, c'était très bien pour elle, mais... donc voilà, d'autres exemples d'exanthème maculopapuleux. Hop. Je trouve que l'ère des smartphones nous aide beaucoup maintenant parce que les patients, quand ils ont de l'urticaire, ils vous racontent qu'ils font des bulles. Donc quand on leur demande de décrire leur éruption, bah, c'est un peu compliqué. Et moi, j'avoue que quand le patient m'est adressé pour urticaire à l'amoxicilline et qu'en fait, il me montre cette photo-là, je dis très clairement, c'est pas de l'urticaire. Donc c'est bien informatif. Et donc ça, cette photo, c'était surtout pour vous montrer la desquamation qui peut se voir dans des éruptions virales, mais voilà, ça doit vous faire évoquer la toxidermie. Donc la fameuse virose où on sent que c'est quand même moins inflammatoire.
C'est beaucoup plus léger, c'est moins infiltré, et puis on n'a pas l'état général qui est altéré comme dans les toxidermies. Alors ça aussi, en fait, c'est avec les expériences personnelles. Hein. Ça, c'est un patient, il me raconte, il a eu son scanner, que 2 heures après, il avait eu une éruption. C'était pas la première fois qu'il avait des scanners. Que les plaques, non, ça grattait pas plus que ça, et puis que c'était parti sans cicatrice, sans rien du tout. Il se souvient plus très bien combien de temps c'était parti. Moi, j'étais partie sur le fait qu'il avait fait de l'hypersensibilité non allergique, de l'urticaire toute banale. J'avais fait les tests, ils étaient négatifs. J'avais fait un test de réintroduction. Tout se passait très bien dans l'immédiat. Il rentre chez lui et il m'appelle le soir et il me dit: docteur, j'ai réagi et c'est marrant, les plaques, elles sont pile au même endroit. Mais en fait, là où moi ça m'a posé souci, c'est que l'érythème pigmenté fixe, on dit que ça pigmente de manière séquelaire. Mais en fait, l'érythème pigmenté fixe a été décrit sur les populations asiatiques où la peau pigmente en effet en post-inflammatoire. Ça pigmente sur vos peaux aussi, mais moi sur ma peau ça pigmente pas. Donc ça peut vraiment poser des soucis de diagnostic, c'est que la pigmentation séquelaire on la voit pas forcément. Donc nous sur les peaux blanches on parle d'érythème non pigmenté fixe, mais voilà. Moi j'aime bien cette toxidermie, pour être honnête, c'est une toxidermie qui est bénigne. Ce qu'il faut c'est qu'il faut tester sur les plaques. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que les lymphocytes T mémoire se situent que sur l'endroit où il y a les plaques, mais ailleurs, vous n'en trouverez pas. Donc, si vous faites vos tests sur de la peau saine, vous aurez des tests cutanés négatifs. En revanche, si vous faites vos tests sur la plaque, vous risquez d'avoir des tests positifs. Après, la sensibilité des tests dans l'érythème pigmenté fixe, je ne les trouve pas excellents. Dans les bouquins, ils disent que oui. Moi, mon expérience, je trouve que c'est très décevant. Et la seule fois où j'ai eu un test positif avec un EPF, en fait, ça avait réactivé toutes les plaques partout, sauf sur l'endroit où il y avait eu les patchs. donc un peu étonnant. Donc voilà, donc l'EPF, je vous passe tous les détails. Ce qu'il faut juste, c'est qu'à partir du moment où il devient bulleux, il passe dans la toxidermie sévère. Donc là, on a vraiment des érythèmes pigmentés fixes bulleux. Et ça, c'est une histoire assez triste parce que c'est une patiente qui avait une véritable allergie au paracétamol. Ça avait été diagnostiqué. Le PF au paracétamol était bien diagnostiqué et malheureusement, elle va aux urgences. Je pense qu'elle n'a pas prévenu. Ça ne devait pas être très bien noté dans le dossier médical. Elle a eu le perfalgan et elle a fait en fait un érythème pigmenté fixe généralisé bulleux qui est un peu un équivalent de pseudo-Lyell et elle en est malheureusement décédée. Ouais, c'est là où, à nouveau, c'est ce côté de la prévention, parce que est-ce qu'à la famille, on avait parlé du perfalgan, que le perfalgan était du paracétamol. La famille n'est pas en cause, hein, mais voilà, bref. C'est ça, c'est tout ce... Donc c'est pour ça le tatouage allergique au paracétamol, ça peut être pas mal aussi. Bon, le dress, on va passer rapidement hein, sur le dress. Hop. Alors, quiz, qu'est-ce que c'est? Ouais, exactement. Le SDRIF, le syndrome babouin, c'est une toxidermie qui est totalement bénigne. Et en fait, les photos parlent d'elles-mêmes, hein, de pourquoi est-ce qu'on parle du syndrome babouin. Ou du SDRIF qui veut dire Symmetrical Drug Related Intertriginous and Flexural Exanthema. C'est une toxidermie bénigne. Et là encore, posez vos tests sur les zones où ça a été activé. Si vous posez les tests sur le dos où il n'y a pas d'atteinte, vous risquez d'avoir des tests négatifs. Au grand pire, là pour le coup, dans ce genre de situation, je teste, c'est négatif, je fais un test de provocation. Je redonne un comprimé. Si c'est négatif, s'il ne réagit pas, eh ben je conclus à l'absence d'allergie. S'il réagit, je conclus à l'allergie. Alors, non, en fait, ce que dit Jean-François Nicolas, c'est que quand on fait une forme de toxidermie, on reste sur cette forme. Après, j'ai un
tout petit, ça n'a pas été confirmé, je mettrai une toute petite réserve sur les patients qui font une éruption avec de l'amoxicilline au cours d'une angine à EBV. Ils font l'éruption. Et bien ça, Benoît Bensaïd a une petite cohorte de patients qui développent un DRESS quand ils sont réexposés à l'amoxicilline des années plus tard. Donc en gros, un patient qui vous dit j'avais une angine, non, on n'avait pas diagnostiqué que c'était bactérien, mais mon médecin m'avait quand même mis de l'amoxicilline et j'ai fait une éruption. Dites pas, c'est pas la peine de tester parce que ça devait être l'éruption amoxicilline et EBV. En fait, moi, je vous encouragerais à tester parce que j'ai eu des tests positifs. Donc ça, pour le coup, pour la pédiatrie, ça... Ouais. Mais là, moi, je vous parle de... Alors, j'ai pas d'article, hein, donc vous avez très bien le droit de dire de ne pas m'écouter, mais c'est mon expérience à moi. J'ai eu des tests positifs de ces patients qui vous disent j'ai une éruption, c'était assez fort, j'avais l'angine à EBV, et ben moi je vous encourage à tester pour vraiment être sûr que c'est pas la MOX. Alors ça aussi c'est véridique. Alors c'est pas les photos de la patiente parce que je les ai pu retrouver, ça doit être sur l'ordi qui s'est pété. Mais c'est une patiente, mon entrée, j'étais toute jeune interne à Orléans, et une personne d'un certain âge qui vient, quand elle me parlait, je voyais qu'elle avait une bonne atteinte des lèvres, elle avait de la fièvre, je voyais elle avait quelques lésions sur le visage, et elle me dit je suis sûre que c'est l'orange pourrie que j'ai mangée il y a 2 jours, j'aurais jamais dû la manger cette orange. Et puis, moi, évidemment, je ne faisais pas confiance à cette orange. C'est surtout à l'interrogatoire, elle disait qu'elle avait de l'allopurinol. Et le pire, c'est que l'allopurinol était évidemment mis pour une mauvaise indication. C'est ce qu'on voit malheureusement aussi assez souvent. Et donc qu'est-ce que vous pensez de cette patiente ? J'ai pas entendu. Je vais vous montrer d'autres photos. L'aspect en... L'aïeul, ouais, exactement. Donc, on a cet aspect en linge mouillé, avec en fait, quand on pose le doigt sur la peau, et en fait, quand on a tout l'épiderme qui part avec notre doigt, c'est ce qu'on appelle le signe de Nikolsky. Et l'aspect en linge mouillé, je trouve que ça porte très bien son nom. Hein. On a l'impression que justement, il y a un drapé de peau nécrosante sur la peau. Et donc là, on a tout le derme qui est mis à nu. Donc là, on est dans le cadre des nécrolyses épidermiques toxiques, avec moins de 10%, c'est le Steven Johnson, plus de 30%, c'est le Lyell. Et quand on est entre les deux, on est c'est cette petite forme un peu frontière. On ne sait pas dans tous les cas, ça reste des toxidermies qui sont vraiment sévères. Et en fait, la sévérité, c'est surtout de toutes les conséquences des pertes hydroélectrolytiques, de toutes les conséquences infectieuses. Donc ça pour le coup, en fait, c'est de la réanimation, c'est les grands brûlés. Je ne sais pas si vous avez des services adaptés pour ça. Non, pas forcément. Vous les hospitalisez en dermato dans ces cas-là ? Ouais, les Lyell en dermato ? Ouais. D'accord. Dès que ça commence à... Ouais. Il y a des gros troubles hydroélectrolytiques. Ouais. Est-ce qu'on a... Sans... Bien sûr, oui. Ouais, c'est... Hop, voilà. Où est-ce que je l'ai mis ? Je ne l'ai pas mis. Non, mais c'est en tous les cas, oui, Mycoplasme pneumoniae, c'est une très grande cause de l'aïeul chez les enfants. Je dirais que c'est plus fréquent le mycoplasme que les médicaments chez les enfants. Et il serait aggrave. Ouais. C'est possible, hein. Quand c'est viral, il peut y avoir vraiment des espèces de vagues qui surviennent comme ça, ouais. Ouais. Ouais, les synéchies. Oui.
C'est avec l'ophtalmo. Et plus on prend... Exactement, c'est ce que j'allais dire. Vous avez... en pratique, c'est quand le patient est en phase aiguë, plus tôt il est pris en charge par l'ophtalmologue et moins vous avez de risque qu'il ait des séquelles a posteriori. Alors ça, pour le coup, c'est du domaine de l'ophtalmologue. Je ne pourrais pas vous dire exactement, mais je sais que en gros, ce sont des prises en charge qui sont vraiment extrêmement précoces. Plus on prend de manière précoce le patient, et moins il y a de risques en fait de développer les synéchies. Parce qu'il n'y en a pas que au niveau oculaire, hein, il y en a aussi au niveau buccal, il y en a au niveau gynéco. Mais complètement. Et puis, en fait, surtout, c'est intéressant ce que vous dites, c'est ce côté psychologique. Nous, tous les patients qui ont eu des DRESS ou des LAIOL, ils sont tous vus de manière systématique par un psychologue. Parce que ce sont des patients qui se sont vus mourir. Et donc, en fait, ils cauchemardent, ils ont un état de stress post-traumatique à l'idée de reprendre un traitement. Donc la composante psychologique est vraiment importante à prendre en compte. Et les parents et les enfants dans le côté pédiatrique, complètement. Et là, on parle du retardé, mais pareil au niveau l'immédiat, moi je vous encourage aussi à interroger votre patient quand ils ont fait un choc anaphylactique. Il vous le dira peut-être pas forcément spontanément, mais interrogez, vous y repensez. Est-ce que là, l'idée de prendre un médicament, ça vous inquiète et en fait, c'est pas rare qu'ils soient dans un état de stress post-traumatique. Et moi, j'ai vu une personne qui n'arrivait même plus à manger tellement elle avait peur en fait de renouveler. Et il vous raconte, hein, il se voit partir. Il y en a un qui nous a raconté qu'il voyait de la lumière, que la musique était très sympa. Et en fait, il y en a une qui s'est vue au-dessus. Enfin, c'est assez impressionnant. Je pense qu'ils vivent vraiment un état d'entre-deux. De l'au-delà. Oui, tout à fait. Donc, c'est des choses à prendre en compte. Donc voilà, donc ça c'est des lésions de Steven Johnson. Et le diagnostic différentiel, vous le connaissez ? Ce qui donne des lésions de pseudococarde. Non, pas les hépatites. Érythème polymorphe, oui, tout à fait. Donc ça, c'est vrai que c'est le diagnostic différentiel qu'on peut voir avec les toxidermies bulleuses. Voilà. En fait, c'est en pseudococarde pour tout ce qui est toxidermie bulleuse, alors que ce sont des cocardes pour l'érythème polymorphe. Puis voici d'autres lésions bulleuses, hein, d'autres dermatoses bulleuses. Et enfin, la petite dernière, ça peut arriver très très vite. Comment ? MP ? La PEAG. Pustulose exanthématique aiguë généralisée. Et en fait, souvent, c'est une toxidermie qui bouge. Donc, en fait, les pustules apparaissent alors que c'est déjà en train de desquamer ailleurs. Et ça démarre souvent dans les plis. Donc, pour les trouver, les micropustulettes, il faut vraiment faut se coller à la peau du patient pour pouvoir les retrouver. Donc, la PEAG. Hop, voilà, d'autres lésions de PEAG. Et dans les diagnostics différentiels, on peut avoir des DRESS pustuleux. Et ça, pour le coup, le diagnostic, il est un peu compliqué à faire. C'est la biopsie, souvent, qui nous aide à faire le diagnostic. Oui, c'est dans les diagnostics différentiels de la PEAG. Oui. Ah oui. Oui. Oui, tout à fait. Ouais, on fait systématiquement. C'est parce que dans le score de Cardone, ça fait partie des critères diagnostiques. Ouais. Je crois que dans la PEAG, c'est le score de Sotolov. Et là aussi, je crois bien que ça en fait partie. Dès que vous avez une toxidermie, documentez-la. Oui, ouais, ouais. Bah, après, on peut faire.
Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que la biopsie ne va pas nous informer de quel... En fait, ça va nous informer du type de toxidermie, mais ça ne va pas nous informer si c'est un virus ou si c'est le médicament qui a donné ça. Ça, je suis d'accord. Mais il n'empêche que c'est important de documenter. Ouais, tout à fait. Donc en pratique, alors pour répondre, je pense qu'on arrive un peu sur la fin. Donc pour les hypersensibilités retardées, en fait, il y avait une question, voilà, c'était pour les critères de gravité. Ce qui doit vous faire dire, celui-là, je vais le garder avec moi, c'est le fait que l'atteinte soit vraiment très importante. Donc plus de 60% de la surface corporelle, qu'il y ait une bonne fièvre bien cognée, que ce n'est pas le petit fébricule à 37,8, c'est que le patient a un état général qui est bien altéré, que vous retrouvez des adénopathies, qu'il y a des bulles, un décollement. Après, avant d'en arriver là, il y a un aspect des lésions qui est un aspect un petit peu violacé, un petit peu nécrotique. Ça doit vous faire dire ça va décoller. Donc ça, c'est des arguments qui font dire je vais le garder avec nous, je vais le garder à l'hôpital. L'œdème du visage aussi, si les patients vous disent je ne me reconnais pas, j'ai l'impression que je suis tout gonflé, voilà, ce sont des critères de gravité qui vous font dire je m'oriente plutôt vers de la toxidermie sévère. Et donc, on y pense surtout à la toxidermie bulleuse quand donc l'aspect est très violent, qu'il y a des lésions de muqueuse qui commencent à apparaître, qu'il y a une atteinte palmo-plantaire et surtout le côté douleur cutanée. Et ça, c'est assez étonnant, mais les patients vous le disent, ma peau me fait mal. Ça, c'est aussi un critère, vous dites, c'est pas un exanthème maculopapuleux vraiment banal. Et donc, vous vouliez savoir quel examen complémentaire on fait quand on a une suspicion de toxidermie. Alors, vous ne faites pas tout ça. Parce qu'on est rarement aussi exhaustif. Mais dans les choses qui sont vraiment importantes, c'est NFS, plaquettes, ça c'est pour rechercher donc l'éosinophile. Ou l'hyperleucocytose, parce qu'on en voit beaucoup avec la PEAG. Ou encore les lymphopénies. Ça, pour le coup, quand les patients, on les fait, quand malheureusement on les fait récidiver et qu'on fait la biologie, donc en gros, je leur donne le comprimé, le lendemain, ils sont tout rouges, je leur fais la bio. La veille, les lymphocytes sont à 2 gigas par litre. Quand on fait la prise de sang et qu'ils ont réagi, ils sont à 0,3 gigas par litre. Il y a une consommation des lymphocytes qui est vraiment très, très... Enfin, pour moi, ça, c'est un signe très précoce. Donc, on regarde la fonction urinaire, on regarde la fonction hépatique, et alors là, je commence à m'interroger, je la retrouve, je la vois pas. Ah si, c'est numéro 2, j'ai eu peur. Donc, fonction hépatique, fonction rénale. Après, CPK, LDH, ferritinémie, en gros, tout ce petit truc, c'est quand vous suspectez... j'ai un très gros trou. Le truc... oui, voilà, c'est ça. J'avais un autre terme dans la tête. Le syndrome d'activation macrophagique, c'est quand vous suspectez ça. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de faire les PCR et les sérologies pour voir s'il n'y a pas une réactivation virale. Après, donc biopsie cutanée, c'était ce qu'on disait tout à l'heure. Et si vous avez la possibilité avec la NFS de rechercher les lymphocytes activés, c'est aussi un argument fort pour de la toxidermie. Pour tout ce qui est auto-immunité, ça c'est dans un second temps, parce que comme on disait, le DRESS perturbe complètement l'immunité, et donc il peut y avoir l'apparition de maladies auto-immunes dans un second temps. J'ai vu une main levée, ouais. Alors non, c'est pas celle qu'on fait en phase aiguë. En phase aiguë, c'est EBV, CMV, HHV6, HHV7. C'est surtout cela qu'on fait en priorité. Oui, c'est une bonne... On le fait après, tout à fait. Mais on ne le fait pas en phase aiguë. Ouais, dans le suivi du malade, on le fait. Ouais, tout à fait. Ça fait partie du gros bilan général.
Donc ça, c'est, je vous disais ce qu'on peut tester en cabinet, ce qu'on peut tester à l'hôpital. Je vous rappelais comment est-ce qu'on faisait les tests. Hop, les autres tests. Et donc ça, c'est un dernier petit tableau qui rejoint ce que Younes vous a montré ce matin. C'est vraiment pour voir. Donc on est dans de l'hypersensibilité immédiate. Le délai est immédiat, la durée est rapide. On fait des tests à lecture immédiate. Et puis on peut s'aider de tests biologiques. Et puis dans tout le côté retardé, le délai est variable. Une fois qu'on est sensibilisé, ça peut vraiment apparaître en quelques heures. Et on fait des tests à lecture retardée. Et si vous avez un doute sur... vous trouvez que votre interrogatoire il est un peu foireux, que le patient il n'arrive pas très bien à vous dire, c'est tout à fait possible de faire des tests. On les pose, on fait une lecture immédiate. Et puis après, on le fait revenir pour faire une lecture retardée. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Je pense on est bien. Parfait. Et puis ça, c'est un peu le compte-rendu type qu'on envoie aux patients, enfin qu'on envoie aux médecins généralistes. Ce qui est surtout important, c'est de bien notifier à quoi le patient est allergique et quel type de réaction le patient a fait, et surtout quelle classe vous contre-indiquez. Voilà, il ne faut pas oublier de contre-indiquer toutes les autres en attendant de faire les alternatives thérapeutiques. Est-ce que vous avez des questions par rapport... Donc c'est vrai que je n'ai pas ciblé spécifiquement contre les antibacillaires, tout ça. Je regarde par rapport à vos besoins que vous aviez exposés. Je vous ai assommé en fait. Ou alors c'est tout l'inverse, ils se disent on s'est ennuyé. Bon, tant mieux. Enfin, moi, le but, c'est que j'ai pu répondre aux attentes. Mais par contre, on a une dermato-allergo qui peut nous parler de son expérience locale, de ce qu'ils font à Casablanca. Fatel Zahra, tu peux intervenir. Ce que vous faites pour les toxidermies, comment vous les prenez en charge, comment vous les gérez, quel bilan, quel diagnostic. En fait, c'est à peu près la même chose. Il y a une consultation spécialisée pour les toxidermies. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'occupent de... En fait, on les reçoit. On a un côté urgence, en fait, les urgences dermatologiques. On n'a pas de service dédié pour ça, on n'a pas de soins intensifs, mais on reçoit toutes les toxidermies graves. On essaie de prendre en charge au tout début. Et dès qu'on est vraiment dépassé, on cède la main au réanimateur. Et après 6 semaines pour les toxidermies, 6 semaines pour les toxidermies bénignes. Sinon, après 6 mois, on commence à les explorations. Oui. On fait les patch tests, mais de façon artisanale. On les fait nous-mêmes 30% dans la vaseline. Et ça marche. On a des fois c'est pertinent, des fois non. Ça dépend de la molécule. Genre la lupérinol, on n'a pas de résultat. C'est tout à fait négatif. La vascularite, on ne teste plus. Les vascularites, on ne teste plus. Quoi d'autre? L'exanthème maculopapuleux, c'est ce qu'on teste le plus. Et le dress, à peine on a commencé à tester. On avait peur au tout début. À peine on a commencé. Et on a quelques patients, on a des tests positifs. Et moi, je m'en occupe. J'ai fait une présentation déjà sur le sujet. Et on est, pour l'instant... Est-ce qu'il y a un registre national de toxidermie? Pas du tout. Non. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font les explorations de toxidermie. En service de dermato, il n'y a pas... Oui. Pas que... On déclare, on a un service de pharmacovigilance, on essaie de déclarer. On travaille bien sûr en collaboration avec eux, mais les explorations, c'est les dermatos qui font ça. Et eux, ils nous fournissent, par exemple, quand la personne est polymédiquée, c'est eux qu'on cède la main à la pharmacovigilance pour nous mettre carrément le rapport d'imputabilité. On nous met un rapport de 4-5 pages en disant voilà la première molécule incriminée. Là, quand on ne peut pas tester, des fois on ne pourra pas tester les toxidermies graves par exemple. Avec le rapport, on se base dessus pour... Vous avez des séries? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on a même des thèses, 2 ou 3 thèses.
Je ne sais plus quel pays ça venait, mais... En tout cas, c'était pas Casa. C'était pas Casa. Non. En tous les cas, par rapport à la Non, pharmacovigilance... les JDP, on en a déjà participé en fait. Les D'accord. JDP, mais on a notre petite expérience. Sauf qu'on souhaite avoir un service... C'est les journées de dermatologie de Paris. Oui. Comme les JPA pour nous. Les journaux parisiens d'allergie, ce qui n'existe plus. Non, c'est le CFA maintenant. C'est le CFA maintenant. Mais la pharmacovigilance, c'est vrai qu'il y a un bon partenariat. Moi, je me souviens de patients où c'est compliqué, où on passe les dossiers en RCP, on travaille tous sur la frise et on se dit, bon, lequel on réintroduit. La pharmacovigilance apporte toute son expertise de registre en disant, bah voilà, d'expérience, ça va plus être l'amoxicilline par rapport à tel autre truc. C'est assez... C'est des bons partenariats et je rejoins beaucoup le médecin qui en parlait ce matin que dès qu'on avait un cas, il faut s'obliger à le signaler à la pharmacovigilance parce que plus on le signale et plus justement ça implémente toute cette base de données et c'est grâce à ça qu'on prend des bonnes décisions. Merci. Très bien, merci beaucoup.